c'est une envie intérieure, une joie. La nature est tellement belle et elle nous offre tellement une abondance. Quand on cultive avec elle, notamment, quand on s'environne d'elle, c'est une vraie joie. Par exemple, en ce moment, tout ce vert, l'eau colibri, c'est un océan de verre. Ouais. Et c'est très 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 loin d'être une friche. Ça n'a vraiment rien à voir avec une friche. Mais il faut y rentrer. De l'extérieur, c'est vrai qu'on voit une friche. En fait, il y a deux objectifs. C'est créer une ferme d'une unité globale écologique, intégrant les cultures écologiques, des bâtiments écologiques, la récupération d'eau de pluie, l'énergie renouvelable, etc. Enfin, ce qu'on peut y mettre d'écologique, mais dans sa totalité, trouver des solutions pour ça. Et le deuxième objectif, c'est créer une ferme qui puisse se réimplanter, enfin avoir un modèle de ferme qui puisse se réimplanter un peu partout dans le monde rural. Là, on est vraiment dans une agriculture moderne. On est très loin, en abandonnant le tracteur et le labour, on est très loin de retourner à des labeurs, puisque dans cette agriculture-là, on n'a pas de temps à passer au labour, beaucoup moins de temps à passer au désherbage, puisqu'on ne réensemence pas les herbes qui étaient ensemencées par le labour, qui remontent les graines à la surface. Là, on les arrache au fur et à mesure, et au fur et à mesure, il y en a de moins en moins d'année en année. Bon, le mulch aussi calme beaucoup les herbes. Bon, par ailleurs, c'est vraiment une agriculture moderne par rapport aux enjeux aujourd'hui, l'enjeu écologique et l'enjeu énergétique. Avec ma faux, je ne dépense pas du tout de pétrole, alors qu'un tracteur consomme énormément de pétrole. J'ai pas non plus à gagner d'argent pour acheter ce tracteur, ni pour réparer les pièces qui sont cassées, ni pour payer ce fameux pétrole, qui est vraiment un problème crucial aujourd'hui. Et évidemment, une agriculture liée au pétrole, c'est une agriculture qui aujourd'hui, on peut dire, condamnée. Si là, par exemple, je fauche et que cette fauche se situe à 1 km de chez moi, il va y avoir un problème. C'est le transport pour ramener tout ça. Donc c'est la main d'œuvre aussi, puisque tout est fait manuellement. Mais là, je suis dans l'allée qui est au bord de mes cultures. Donc on essaie de concentrer et de réaliser une ferme, ce que moi j'appelle une ferme symbiotique, où tout est relié, les bâtiments entre eux, bâtiments d'habitation, bâtiments de stockage, bâtiments de travail, cultures autour, et les cultures elles-mêmes sont imbriquées les unes par rapport aux autres pour être de plus en plus efficaces. Les légumes sont cultivés sur butte. L'intérêt de la butte, c'est d'avoir une surface surélevée par rapport au sol. Donc quand il y a un gros orage, la butte est irriguée mais n'est pas envahie d'eau. Donc les racines ne sont pas asphyxiées par l'eau. Ça ne croupit pas au niveau des racines, donc beaucoup moins de maladies. Deuxième intérêt, surtout lorsqu'on a peu de terre dans son jardin, lorsqu'on fait les buttes, on pellte les allées pour former cette butte-là. Et d'un seul coup, ce qui a été créé pendant des millions d'années par la nature va être doublé par le coup de pelle. On a 2 fois plus de hauteur de terre. Un autre intérêt important, c'est que cette forme de butte permet d'avoir par rapport à son embase une surface d'échange avec l'air beaucoup plus importante. On a aussi des coteaux, et ces coteaux-là font que la terre est surélevée par rapport au soleil, donc vont capter beaucoup mieux la chaleur par rapport à un sol plat. L'organisation, c'est ici tous les 2 mètres des plants de tomates. Ce sont des plants de tomates qui ont une cage parce que je ne les taille pas.
Le fait de ne pas les tailler ne réduit pas la productivité, mais réduit la taille du fruit. Par contre, le fait de ne pas tailler permet d'avoir beaucoup moins de maladies. Sur les côtés, on a toujours, par exemple, de l'ail, mais c'est la famille de l'Iliacée qui est toujours dans les côtés. Donc ail, poireau, oignon, échalote. Et puis entre, on va pouvoir mettre par exemple des choux. Là c'est un chou rouge. Donc tout au long de cette butte a été dispersé des choux rouges. Il manque dans cette butte là, pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, c'est l'étage de fertilisation en azote. Puisqu'on a de la paille qui est de la matière carbonée, il faut la part d'azote. Donc je vais faire des poquets de haricots nains tous les 50 cm en quinconce parmi ces cultures-là. Et là, cette butte-là, maintenant, sera prête. Il n'y aura plus grand-chose à pouvoir y ajouter, excepté des salades dans les coteaux. C'est une culture en sol sauvage, c'est-à-dire que les buttes ne sont plus jamais labourées, ni même grattées superficiellement. Elles sont recouvertes. Là, on peut voir des salades qui sont en très bonne santé. C'est dû justement à cet équilibre d'un sol sauvage qui va pouvoir avoir toute une multitude d'insectes, enfin d'animaux pour résumer, qui vont se démultiplier et se diversifier. Et par exemple, depuis 1 an, au Colibri, nous avons l'équilibre entre les limaces, escargots et leurs prédateurs, c'est-à-dire essentiellement le carabe, sous différentes formes, et le hérisson. Pour permettre aux hérissons et aux carabes de se développer, il y a le sol sauvage, mais il y a aussi les bandes enherbées qui sont laissées sauvages autour des cultures. Ça, c'est très important. L'autre point important est la non-utilisation de produits de traitement, qu'ils soient chimiques ou biologiques. À chaque fois que l'homme intervient, il prend la place nécessairement d'un de ces prédateurs-là. Et lorsque, par exemple, on utilise la fameuse bouillie bordelaise, qui rend pourtant bien des services, cette bouillie bordelaise vient tuer beaucoup de champignons, ces champignons qui nuisent à nos tomates, par exemple, ou à nos fraises. Le problème, c'est qu'elle tue les autres champignons. Or, il y a 90% des champignons qui ne sont pas du tout nuisibles dans le sol et qui participent à l'équilibre et même à la santé des plantes. On a de moins en moins d'enherbement et de plus en plus de fertilité par le fait de ne pas labourer, de remettre du mulch, donc de la couverture de quelque chose qui se biodégrade comme de la paille sur le sol, de ne jamais arracher les racines. Voilà. C'est un système évolutif qui donne de très très bons résultats. Les choux-fleurs sont en très bonne santé. L'ensemble des cultures est en bonne santé. Il y a aussi comme résultat la validation du système de vente. C'est une vente par panier sans engagement, qui est différent des systèmes d'AMAP, donc qui permet d'avoir une vente accessible à beaucoup de gens, à laisser sans avoir à s'engager sur une année. Et effectivement, je me suis rendu compte que les gens, bien, si le système leur convient, et c'était le cas, en termes de qualité, en termes de goût, en termes de service, eh bien ils reviennent. Donc de ce fait, comme ils ont besoin de manger, finalement il y a un abonnement qui se fait de fait, quoi. Donc ça a été un beau résultat de vérifier ça économiquement et socialement. Je pense que ce n'est pas un véritable agriculteur, mais ça n'est pas le véritable objet du problème. Le véritable objet du problème, c'est qu'il veut construire une maison dans un espace qui est un espace Natura 2000 et que la commission communale a mis en une zone naturelle protégée. Voilà. Le problème, c'est que dans une zone naturelle protégée, il n'est pas possible de construire. On peut cultiver autant qu'on veut, mais on ne peut pas construire.
Dès 2005, pour la DIREN, ce projet était un véritable projet de développement durable bien réfléchi et elle invitait la mairie à mettre dans son PLU, dans la partie PADD, projet d'aménagement et de développement durable, d'y mettre le colibri pour un petit peu étoffer cette partie-là, en tout cas en profiter, quoi. Et de là, eh bien, effectivement, d'année en année, c'est-à-dire une année, 2 années, la mairie a bloqué, n'a pas voulu engager cette proposition. Et donc je reste toujours sous l'opposition de la mairie qui dit ben, nous on ne veut pas vous inscrire dans notre PLU, pour nous on n'arrive pas à dire que vous protégez la nature, donc on n'arrive pas à faire d'argumentaire pour la DIREN. Voilà. Qui finalement a le pouvoir de aider cette zone Natura 2000 à recevoir cette habitation et ces lieux de stockage? C'est pas parce que des fois je demanderais que forcément ça serait autorisé. Ouais. C'est pas parce que je demanderais. Hein. Mais ça veut dire que vous n'avez pas fait la demande alors? Vous n'avez même pas cherché on l'a abordé le problème. Pourquoi est-ce que vous opposez finalement quelque part à ça? Mais en fait, je ne m'oppose pas, mais je ne fais pas d'efforts non plus. Et on a demandé des zones constructibles à la sortie de certains villages qui étaient des villages compacts. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas un peu d'extension. Et là, c'était négatif. Hein. Je peux vous en emmener. Il y a plein de zones. On a perdu 10 zones, presque 10 hectares de zones constructibles. Hein. Et c'était aussi des exploitations qui devaient être implantées ou c'est des maisons d'habitation? Des maisons d'habitation, oui. Ah d'accord. Parce que là c'est une exploitation agricole, donc dans un paysage ça paraît un peu plus logique en fait que des maisons d'habitation par exemple. Je sais pas. L'adjectif agricole me semble de trop. Je ne trouve pas que ce soit un producteur agricole. C'est quelqu'un qui veut faire des expériences, c'est un jardinier, un truc comme ça, du dimanche, mais c'est pas un producteur agricole. La difficulté de ces fermes-là, c'est que c'est basé sur la diversité des cultures. La diversité des cultures, ça veut dire des légumes, des œufs, mais aussi des plantes pérennes, comme les arbres, qui sont quand même au cœur du système agricole, puisqu'on veut recréer une sorte de micro-forêt, très espacée bien sûr pour laisser rentrer la lumière. Et alors, comme je suis parti notamment d'une ferme totalement nue, eh bien il faut que les arbres sortent de terre. Et tant que les arbres ne sont pas sortis à 3 mètres, 5 mètres de haut, on a l'impression qu'il n'y a pas de culture ici. Sauf bien sûr quand on rentre à l'intérieur, où là il y a tous les légumes, il y a les cultures de plantes aromatiques, il y a les œufs. Donc là il y a vraiment une production, mais elle ne se voit pas de l'extérieur. Donc ceux qui n'y rentrent pas, et le maire n'est jamais rentré au Colibri, alors que je l'ai invité plusieurs fois, mais il aurait pu constater, comme tous les gens qui viennent aux portes ouvertes tous les premiers dimanches du mois depuis 2 ans, qu'effectivement il y a de la production. Il y a plus de 800 mètres de haies qui ont été plantés, c'est un travail colossal. Maintenant il faut attendre, il faut qu'elles grandissent. C'est le problème du colibri entre guillemets, hein, parce qu'il faut attendre 4, 5, 10 ans pour avoir un résultat qui soit visible à l'œil, quoi. Donc il faut être patient, et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas la patience dans notre société. Alors il y a des buts, une partie de buts que j'ai prévus qui sont déjà en place pour les légumes de ma production, et puis il y a d'autres buts qui étaient prévus pour faire d'autres cultures qui ne sont pas mis en place parce que le projet a rencontré l'opposition du maire. Il y avait l'occasion il y a 1 an d'avoir installation d'autres agriculteurs, parce que sur 6 hectares c'est énorme. En fait, en permaculture et agriculture naturelle, on peut envisager à terme, donc au bout de 10 ans à peu près, on peut envisager un agriculteur, 1 hectare. 1 hectare, 30 familles nourries de façon diversifiée, sans compter de viande évidemment. Mais j'introduis les œufs, les plantes aromatiques, les légumes, les fruits. S'il y a 1 million de fermes à nourrir 20 à 30 familles, ça fait 20 à 30 millions de foyers en France de nourris, ça c'est la France. Donc est-ce qu'on choisit de faire des grosses structures, donc forcément très mécanisées, avec peu de monde qui y travaille pour produire beaucoup, ou est-ce qu'on choisit de faire de l'emploi, de créer des structures toutes petites à l'échelle de 10 hectares ou même moins, qui sont très intensives puisqu'on va pouvoir
cultiver manuellement et donc mélanger les cultures, chose qui n'est pas possible avec de la mécanisation, augmenter les rendements de ce fait-là, et ma foi, on nourrit tout le monde. Et les gamins, ils sont tous comme ça. Hein, ils ont tous envie du dernier petit joujou. C'est pas pour ça que leurs parents leur donnent. Vous pensez que c'est juste ouais, je pense que c'est une lubie. Une lubie, ouais, c'est pas vraiment indispensable. J'aimerais comprendre un peu ce qui te guide, ce qui te fait avancer. Quand on a remis en vente le terrain, je suis venu dormir à la Belle Étoile ici en été 2006. Normalement en juillet je devais commencer la vente des légumes qu'on avait déjà mis en culture. Et puis courant juillet, alors qu'on vendait, je suis venu dormir ici, à la Belle Étoile. Il n'y avait pas toutes ces caravanes-là. Et quand j'ai regardé, marchant dans la nuit, il y avait une belle lumière de lune. Et j'ai regardé tout ce qu'on avait fait. J'ai fait un peu le bilan et je me suis dit, ce projet, il était tout à fait légal. On ne s'est pas mis dans une position illégale au démarrage, une situation qui demandait à forcer les choses, pas du tout. On a le soutien de beaucoup de gens et surtout ce projet-là, il est d'une grande valeur au niveau agricole. Donc je me suis dit, c'est pas normal, j'ai vraiment envie de continuer, donc je me suis dit, voilà, j'ai réfléchi et j'ai trouvé les moyens de commencer quand même économiquement le projet, malgré le fait que le maire avait tout mis par terre. Donc la condition, c'était absolument de venir vivre en caravane ici pour pas avoir à payer de loyer, parce qu'évidemment, sans bâtiment de stockage, c'était pas possible d'augmenter beaucoup les productions, et c'était surtout pas possible d'engager tout le développement de la ferme qui était prévu initialement sur 10 années, projet qui avait été transmis à la mairie, aux différents institutionnels, et projet qui avait été reconnu par tout le monde sauf par monsieur le maire. Je ne suis pas éternel. Si éventuellement c'est moi qui bloque, après moi il y en a d'autres. Hein.